C'est une chose curieuse au théâtre. Même lorsque le rideau tombe, le drame peut se poursuivre longtemps après les applaudissements finaux. J'allais l'apprendre de façon saisissante un soir de septembre, lorsque Hercule Poirot et moi nous sommes retrouvés assis dans le velours moelleux du théâtre Ambrosia de St. John's Wood. C'était pour la première de plus de Mascarade, une nouvelle pièce psychologique, réputée à la fois audacieuse et dérangeante. Elle mettait en scène Miss Flavia Kershaw, chouchoute de la scène londonienne, dont le talent n'avait d'égal que les ragots qui la suivaient comme un sillage de parfum. Poirot avait accepté l'invitation avec une certaine réticence. Il n'était pas, comme il le proclamait souvent, un homme de théâtre. Pourtant, un mot personnel du producteur, Sir Mortimer Lavington, avait piqué sa curiosité. Quelque chose évoquait un vague malaise en coulisses, un murmure de trouble parmi les acteurs. Le producteur soupçonne. Un sabotage ? Avait réfléchit Poirot en lissant sa moustache impeccable. Ou peut-être ressent-il un malaise, une inquiétude, non ? Cela, Hastings, m'intrigue plus qu'un soliloque mal prononcé. C'est vers la fin du deuxième acte que le moment véritablement imprévu s'est produit. Mademoiselle Flavia Kershaw, vêtue d'une robe rouge fluide, entra en scène pour son monologue culminant. Le silence était total dans la salle, car elle avait toujours dominé l'espace comme si elle y était née. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'elle commença. « Tu ne me feras pas taire par des menaces, car je suis déjà mort une fois, cette nuit-là, dans cette maison. » Elle s'arrêta, se balança comme si elle était ivre et s'effondra sur le sol de la scène. Un hoquet collectif retentit dans le public. Comme beaucoup, je me penchai en avant, certain que cela faisait partie du spectacle. Pourtant, quelque chose clochait. Le silence dura trop longtemps. Le régisseur, un jeune homme pâle en gilet, jaillit des coulisses. Un médecin dans le public se leva et s'avança précipitamment. Le rideau se baissa brusquement. Les lumières clignotaient. Puis vint la parole, prononcée à voix basse, avec incrédulité et horreur. Elle est morte. Mademoiselle Flavia Kershaw est décédée au milieu de sa représentation. Et ainsi commença ce que Poirot appellerait plus tard d'un cas de théâtre, de tromperie et de répétition des plus astucieuses. Il s'est tourné vers moi, ses yeux déjà perçants de spéculation. « Hastings, » dit-il doucement, « ce n'était pas un effondrement naturel. Non, c'était un meurtre, exécuté à la perfection. Les coulisses du théâtre Ambrosia étaient un lieu de réalité à moitié nu. La grandeur de la scène laissait place à des couloirs étroits, des rideaux effilochés et une odeur de fard à joues qui imprégnait chaque surface. Là, derrière le velours et les exclamations du public, le véritable drame se déroulait. Le corps de Flavia Kershaw avait été transporté avec précaution jusqu'à sa loge, la chambre 4, deuxième à gauche du couloir principal, où elle gisait maintenant sur un divan évanoui, sous un châle bleu pâle. Son teint autrefois radieux était terni, son expression étrangement sereine. Le médecin, un homme nerveux portant de grosses lunettes, avait déjà rendu son verdict. Arrêt cardiaque. Cause naturelle, peut-être due à un effort physique. Mais Poirot ne se laissa pas convaincre si facilement. « Voyez-vous, mon cher Hastings, » murmura-t-il alors que nous étions devant la loge, « le visage, il ne correspond pas à la manière dont il est mort. Il est trop posé, et l'effondrement, il était parfaitement synchronisé, comme répété 100 fois. Sir Mortimer Lavington, l'éminent producteur du théâtre, arpentait les environs, ses cheveux argentés ébouriffés, et son monocle se balançant dangereusement à sa chaîne. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » murmura-t-il. Flavia a été nerveuse toute la journée, distraite, paranoïaque même. Elle disait que quelqu'un la surveillait pendant les répétitions. Poirot lui lança un regard perçant. Et a-t-elle donné un nom à cette personne ? Non, juste un sous-entendu. Mais elle a bien reçu une lettre hier, quelque chose, qui l'a profondément bouleversée. Elle l'a brûlée avant que quiconque ne puisse la voir. Les sourcils de Poirot se haussèrent, très intéressant. Et qui a eu accès à elle durant les dernières heures avant la représentation ? Lavington jeta un coup d'œil dans un couloir où plusieurs personnes attendaient dans un silence gêné. « Eh bien, vous êtes en compagnie de tous les autres, » dit-il. Chacun d'eux la connaissait bien, et pas un sans motif, à mon avis.
Poirot hocha gravement la tête. « Ah, alors, rassemblons-les. Il est temps de rencontrer les joueurs. » Un par un, ils furent convoqués dans le hall d'entrée faiblement éclairé du vestiaire. Victor Hargrave, partenaire de Flavia et autrefois son fiancé, un homme dont le charme s'était transformé en amertume depuis qu'elle avait rompu leur fiançailles 3 mois plus tôt. Un acteur talentueux, mais sujet à des accès de colère soudains en coulisses. Temple de l'iris, la doublure, timide, pâle, avec de grands yeux hantés. Elle aurait remplacé Flavia à plusieurs reprises pendant les répétitions et aurait confié un jour craindre que Flavia ne veuille la faire disparaître complètement. Céleste Gray, la responsable de la garde-robe. D'âge mûr, acerbe, farouchement, fidèle à Flavia, mais connue pour détester certains changements que l'actrice avait apportés à ses costumes sans son accord. Gregory Finch, le dramaturge, un homme sombre aux doigts tachés d'encre et réputé pour son ressentiment envers les acteurs qui improvisaient ses répliques sacrées. Il s'était disputé avec Flavia le jour même du spectacle. Rupert Vale, le financier. Bien habillé, distant, on disait qu'il était en négociation avec Flavia pour un investissement privé, bien que personne n'en connaisse la nature. Poirot se tenait devant eux, impeccable et posé, ses yeux verts scrutant chaque réaction avec la précision d'un maître d'échecs. Il parlait avec une gravité tranquille. « Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer que je ne crois pas que la mort de mademoiselle Carchot soit naturelle. Jusqu'à preuve du contraire, je procéderai comme si nous étions en présence d'un crime. Je ne demande que votre honnêteté et votre patience. » Victor Hargrave ricana. « Vous êtes sérieux, monsieur? Vous pensez que l'un de nous l'a empoisonné ?» Le regard de Poirot s'aiguisa. « Du poison? Ah, tu le mentionnes en premier. » Curieux. Le groupe tomba dans le silence, chaque visage assombri par une pensée. Privé. Poirot joignit ses mains derrière son dos et se tourna vers moi avec un sourire calme. « Allons, Hastings. Nous devons commencer les entretiens. Et comme toujours, nous observerons non pas ce qui est dit, mais ce qui est censé. » Il était presque minuit quand Hercule Poirot prit le commandement total de l'enquête, et déjà l'ambiance à l'intérieur du théâtre Ambrosia avait changé. Ce n'était plus la scène glamour d'une représentation, mais une boîte à secrets. Avec trop de sorties chuchotées, les couloirs s'étaient vidés de spectateurs et de la presse. Scotland Yard, sous la forme de l'inspecteur Colin Sutherland, las et sceptique, était arrivé, convoqué par la secrétaire de Sir Mortimer, et échangeait maintenant quelques politesses avec Poirot dans le calme du vestibule. « Je l'avoue. »« Poirot !» soupira Sutherland. « Je m'attendais à un peu de suspense en coulisses, mais pas à un cadavre. Le médecin parle d'insuffisance cardiaque. »« Mais non, » répondit Poirot en effleurant une tache invisible du revers de sa veste. « Le médecin ne voit que la fin. Moi, je cherche ce qui mène à la fin. L'émotion, la peur, le mobile. » Il s'inclina délicatement vers les autres. « Avec votre indulgence, inspecteur, je vais procéder aux entretiens. Ceux-ci, les artistes. Ils révèlent beaucoup de choses lorsqu'ils parlent, et encore plus lorsqu'ils se taisent. » Sutherland grogna. « Comme vous voulez, mais si cela s'avère être une perte de temps pour la police… »« Ça ne se fera pas, » interrompit doucement Poirot. « Un meurtre, mon ami, est rarement un acte sans répétition. » Il tourna les talons et me fit signe de sortir son carnet de notes de sa sacoche en cuir, l'un des nombreux accessoires qu'il tenait à avoir sur lui, même s'il écrivait rarement. Un accessoire, m'avait-il dit un jour. Comme la canne d'un acteur, ça plante le décor. Poirot traversa le couloir jusqu'à la pièce verte vide, qui lui servait désormais de salle d'interrogatoire improvisée. Un par un, les suspects furent appelés. Je pris place à ses côtés, stylo à la main. Les murs étaient peints de teintes émeraudes délavées, et la faible lumière d'une applique murale donnait vie aux ombres. Interview 1. Victor Hargrave, l'ancien amant Victor, entra le premier. Grand, bien bâti, et d'une beauté indéniable, évoquant une époque révolue du théâtre, romantique, tragique et fière. Pourtant, les cernes sous ses yeux trahissaient une tension récente, et la crispation de sa mâchoire, assis, en révélait plus qu'il ne le pensait.
Je suppose que tu penses que je l'ai fait, dit-il, les bras croisés. Poirot inclina légèrement la tête. Mon cher monsieur, je ne pense qu'à des questions. Par exemple, comment était votre relation avec mademoiselle Carchot ces dernières semaines? Victor eut un rire sec. Inexistant. Elle a mis fin à nos fiançailles. En public, dans le hall du Savoy. Elle a dit que j'étais trop autoritaire. J'ai dit qu'elle était trop capricieuse. C'était très poétique. Et pourtant, tu as quand même joué face à elle sur scène, demanda Poirot. Je suis un professionnel, dit Victor d'un ton sec. On a continué. Elle était difficile pendant les répétitions, bien sûr, toujours exigeante, changeant de texte, partant en trombe. La doublure a failli la remplacer 2 fois. L'as-tu menacé? Il s'est emporté. Quel genre de question est-ce? Une question qu'il faut se poser, dit doucement Poirot. Vous êtes acteur, monsieur Hargrave. Vous simulez des émotions. Mais un meurtre, ce n'est jamais simulé. Ce moment sur scène ce soir, avez-vous vu quelque chose d'inhabituel avant qu'elle ne s'effondre? Il hésita. Elle avait l'air effrayée, pas malade, juste effrayée. Ses yeux étaient fixés sur les coulisses, côté cour. Poirot haussa légèrement les sourcils. Merci, c'est très utile. Entretien 2, Iris Temple, la doublure silencieuse, puis vint Iris Temple. Pâle, les yeux écarquillés, âgée de 25 ans à peine, elle entra comme si elle pénétrait en territoire ennemi. Elle se percha nerveusement sur le bord de son siège. « Tu étais sa doublure ?» demanda doucement Poirot. « Oui, » murmura-t-elle. Elle détestait ça. « Tu détestais l'idée que tu puisses la remplacer ?» Elle a dit que la pièce ne survivrait pas à son absence, que personne d'autre ne pourrait la porter. Elle a ri quand je lui ai demandé des notes. Elle m'a dit de rester tranquillement assise et de prier pour qu'on n'ait jamais besoin de moi. Poirot hocha lentement la tête. Pourtant, elle a été absente 2 fois pendant les répétitions. J'ai lu son texte. Une fois, j'ai joué une scène entière. Elle ne m'a pas remercié. Poirot croisa les doigts. « Tu souhaitais qu'elle parte ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Non. Enfin, bien sûr que non. Je l'admirais. J'avais peur d'elle, mais je n'ai jamais... » Il l'interrompit doucement. « Mademoiselle, dites-moi, avez-vous eu connaissance de menaces proférées contre elle ?» Elle hocha la tête à contre-cœur. Il y avait une lettre. Elle l'a montrée à Céleste, dans la salle des costumes. Elle disait qu'elle venait de quelqu'un qui était revenu du passé. Puis, elle l'a brûlée. Ah! Une autre référence à cette mystérieuse lettre, murmura Poirot. Et puis, Iris hésita. Elle a changé de costume ce soir. Elle a dit que la robe rouge serait plus jolie que la bleue. Elle était inhabituellement nerveuse avant le rideau. Poirot se pencha en avant. Quelqu'un d'autre a touché à son costume? Céleste. Et Rupert, bizarrement. Il est arrivé dans les coulisses juste avant le 2e acte. Poirot hocha la tête, les yeux perçants désormais. Merci, mademoiselle. Interview 3. Céleste Gray, la maîtresse de la garde-robe. Céleste Gray entra comme un navire toute voile dehors, large, dynamique et doté d'une assurance que seuls les vétérans des coulisses semblent posséder. Elle avait l'allure d'une femme qui fumait en coulisses et se souvenait d'une époque plus paisible. Elle était comme une fille pour moi, dit Céleste sans qu'on lui demande. Mais ne croyez pas qu'elle n'était pas une vraie galère. Poirot haussa un sourcil. Une fille et une poignée de personnes, intéressante combinaison. Elle exigeait la perfection. Elle changeait de costume à la dernière minute. Elle ajoutait des strass là où il n'y en avait pas. Sa robe finale, passe, que le concepteur a approuvée. Qui l'a aidé à changer? Si, dit Céleste. Mais elle a verrouillé la porte pendant qu'elle lisait cette foutue lettre. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que des regards se posent sur elle. Quand elle a ouvert la porte, ses mains tremblaient. Poirot se pencha en arrière. Est-ce qu'elle s'est confiée à toi? A-t-elle mentionné un nom? Céleste hésita, se mordillant la lèvre. Une seule fois, elle a dit « S'il revient un jour, je mourrai avant qu'il ne me détruise à nouveau. » Je pensais qu'elle parlait de Victor, mais maintenant, le regard de Poirot se plissa. Elle ne l'a pas nommé? Non. Et la robe,
Y a-t-il quelque chose d'inhabituel ce soir? Pas de parfum, ce qui était étrange. Flavia portait toujours du jasmin. Ce soir, rien. Elle a dit que ça la faisait se sentir trop exposée. Poirot tapota l'accoudoir du doigt. Très bien, c'est... Très bien. Entretien 4. Gregory Finch, le dramaturge capricieux. Gregory Finch arriva dans un tourbillon de fumée de cigarettes et de taches d'encre, son pardessus marron en désordre. Il avait l'allure d'un homme qui parlait par parenthèses et virgules, terminant souvent des phrases que personne d'autre n'avait commencées. « Elle a tout gâché », dit-il avant même de s'asseoir. « Ma pièce, avec ses improvisations et son ego. » Poirot resta imperturbable. « Vous vous êtes disputé ? Chaque jour. » Elle changeait les répliques principales. Elle réécrivait son monologue final, mon monologue, en un mélodrame absurde. Mais l'ai-je tué pour ça? Non. Ce serait du théâtre médiocre. Savais-tu qu'elle avait peur? Il s'arrêta. Peur? Non, pas Flavia. Elle régnait ici comme une reine. Pourtant, elle avait peur. Elle a changé de costume. Elle a reçu une lettre. Elle l'a brûlée. Grégory cligna des yeux, surpris. Elle ne m'a jamais rien dit. Poirot le regarda attentivement. Tu l'aimais? Finch tressaillit. Une fois, il y a des années, elle a ri à l'idée. Et ce soir? Ce soir, je l'ai observée depuis le 3e rang. Je l'ai vue regarder en coulisses. Son visage a changé. Elle a été surprise. Puis effrayée. Poirot se leva lentement. Merci, monsieur. Tu m'en as dit plus que tu ne le penses. Interview 5. Rupert Vall. Le financier. Enfin. Rupert Vall arriva, les cheveux lisses et la voix douce. Il accueillit Poirot d'un air légèrement amusé, comme si toute cette affaire était un désagrément à régler avant le souper. « Vous aviez une relation financière avec mademoiselle Carchot ?» demanda Poirot. « J'envisageais de lui confier un rôle principal dans un film que je finance. Nous nous sommes rencontrés en privé pour discuter des modalités. Des conditions? Ou quelque chose de plus personnel? » Il sourit. Elle était séduisante, mais exigeante. Elle voulait un contrôle créatif total. Je ne suis pas idiot. Et ce soir, je suis arrivé dans les coulisses avant l'acte 2. Je lui ai souhaité bonne chance. Elle était tendue. Elle marmonnait qu'elle était enfin libre. Quoi que ça veuille dire. Tu as vu quelqu'un d'autre dans les coulisses alors? Seulement Iris et Céleste. Et je crois que Grégory était près de la cage d'escalier. Poirot se leva. Vous pouvez partir, monsieur. Mais restez près de moi. J'aurai besoin de vous parler à nouveau. Alors que le financier partait, Poirot se tourna vers moi. Eh bien, Hastings, dit-il. Chacun porte un masque, mais à vrai dire, il transparaît quand même. À la fin des interrogatoires, il était clair que chaque personne avait son propre réseau d'émotions et de motivations. Pourtant, Hercule Poirot, toujours, méticuleux dans son raisonnement, ne semblait pas vouloir tirer de conclusions hâtives. Son regard perçant avait tout absorbé. Les tensions inexprimées, les contradictions, les changements de posture nerveux. Chaque suspect avait répondu aux questions, certes, mais c'étaient les subtilités, les non-dits, ce qui l'intriguait le plus. Pourtant, les conclusions de Poirot restèrent secrètes, même lorsque nous nous retrouvâmes dans le petit bureau, des coulisses. Les murs étaient couverts d'affiches de productions passées, de photos depuis longtemps effacées d'acteurs oubliés. L'air sentait vaguement le bois brûlé et le thé renversé. Un miroir au mur reflétait l'image de Poirot, impeccable comme toujours. Son smoking impeccable, sa moustache impeccablement taillée. Assis, posé et pensif, il était évident qu'il était plongé dans ses pensées. « Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Hastings ?» demanda-t-il après un moment, à voix basse. J'ai marqué une pause avant de répondre. On dirait que tout le monde a quelque chose à cacher. L'amertume de Victor, l'ambition d'Iris, le dévouement de Céleste, l'ego de Grégory et Rupert Vale. Eh bien, il semble plus intéressé par les affaires que par les gens. Poirot esquissa un petit sourire. Celui qui ne trahissait aucune émotion mais exprimait de la satisfaction. Oui, Hastings. Tu apprends. Mais tu sais, c'est une chose curieuse à propos du mensonge.
Plus on le répète, plus on acquiert de l'assurance. J'observais Poirot tapoter rythmiquement la coudoir de son fauteuil. Son regard semblait fixé sur l'horloge du mur d'en face, comptant les secondes, comme s'il prenait le pouls de l'enquête elle-même. « Il faut tenir compte de leur psychologie, poursuivit-il. Chacun d'eux révèle quelque chose par son comportement. Encore maintenant, je sens un malaise, une certaine nervosité chez certains. Ne trouvez-vous pas curieux que mademoiselle Carchot, dans ces derniers instants, n'ait pas appelé à l'aide? Elle s'est effondrée, mais il n'y avait aucune trace de désespoir dans son expression, seulement une sorte de résignation. Je ne pouvais nier l'observation de Poirot. L'image était saisissante. L'actrice, impeccable même dans la mort, son corps si soigneusement positionné, son expression figée dans ce qui ressemblait plus à de l'acceptation qu'à de la panique. Poirot se leva brusquement, le visage résolu. « Il faut retourner sur les lieux du crime, mon ami. Il nous reste encore des choses cachées, des petites choses, mais très importantes. Ah, oui, la lettre. Quelqu'un l'a brûlée, mais elle n'a pas été complètement détruite. Nous sommes à... » Retourner à la loge de mademoiselle Carchot, où le corps avait déjà été retiré. L'air de la pièce était lourd de questions sans réponse. C'était un espace restreint et intime. Contrairement à la grande scène qu'elle avait foulée quelques instants auparavant, cette pièce dégageait un air de secret, d'un lieu où les apparences du glamour laissaient place à des peurs et des incertitudes intimes. Poirot se déplaçait dans la pièce avec une grâce tranquille, son regard scrutant chaque recoin, chaque objet. Il opérait avec méthode. Il ne cherchait ni un corps, ni une arme, mais des indices subtils que d'autres auraient pu ignorer. « Tiens », Anne dit soudain Poirot en désignant la corbeille à papier près d'une coiffeuse. « Il y a quelque chose. » Il sortit soigneusement quelques feuilles de papier froissées de la corbeille, les lissant délicatement. Je le regardais, les examiner, son visage ne trahissant aucune émotion, mais son regard toujours aussi vif. « Qu'est-ce qu'il y a, Poirot ?» demandai-je, incapable de cacher ma curiosité. « Regardez. » Poirot brandit les morceaux de papier déchirés et les rangea, avec précision. Ce n'est pas un mot ordinaire. Il a été écrit à la hâte, mais l'écriture, elle est familière. J'ai regardé de plus près. Le texte était frénétique, griffonné à l'encre noire, mais les mots étaient sans équivoque. « Je suis de retour. Tu ne peux pas m'échapper. Tu paieras pour ce que tu as fait. » « C'est une menace, murmurai-je. Mais qui aurait pu écrire une chose pareille? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il retourna le papier déchiré, comme s'il en contemplait le dos. Au bout d'un moment, il leva les yeux vers moi, l'air grave. « C'est l'œuvre de quelqu'un qui connaît son passé, Hastings, » dit-il doucement. Cette lettre, dans sa brièveté, évoque une histoire, un jugement auquel mademoiselle Carchot n'a pu échapper. Quelqu'un est revenu la chercher, mais qui? Je n'avais aucune réponse. L'idée qu'un passé la hantait, le mystère de la lettre, son ton inquiétant, semblait aggraver encore l'affaire. Je me demandais quels autres secrets Flavia Carchot avait cachés. Poirot porta les fragments de la lettre à son nez, inspirant profondément. Le papier est fin, pas de la meilleure qualité. Peut-être était-elle habituée à un tel support. Un message personnel, sa voix s'éteignit, tandis qu'il assimilait l'information. Mais où est l'enveloppe? Pourquoi la lettre n'a-t-elle pas été retrouvée parmi ses affaires? Un frisson de malaise me parcourut l'échine. Était-ce le fruit d'un jeu malhonnête? Poirot n'avait pas encore révélé ses pensées, mais son esprit travaillait déjà sans relâche, dévoilant des liens. Nous fûmes interrompus par des pas précipités venant du couloir. Quelques instants plus tard, Sir Mortimer Lavington entra dans la pièce, le visage blême d'inquiétude. « Poirot, » dit-il d'une voix légèrement tremblante, « il y a eu un autre développement. » Poirot se tourna vers lui, l'air calme. « Qu'y a-t-il, Sir Mortimer ?»« C'est Gregory Finch, » continua Lavington. « On l'a retrouvé mort, dans les coulisses. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Mort ? Oui. On ne sait pas exactement comment. Aucune blessure visible. Mais il y a quelque chose d'inhabituel. Le médecin pense que c'est peut-être du poison, mais il n'en est pas certain. J'en croyais mes oreilles. Un autre mort? Une autre victime du drame de la nuit? Poirot se leva, le regard perçant d'une intensité nouvelle.
Voilà, l'intrigue s'épaissit. Je le savais. Gregory Finch était bien trop prompt à écarter la possibilité d'un meurtre. Et maintenant, il semble que le spectacle soit loin d'être terminé. Je sentais la tension monter dans l'air. La mort de Gregory Finch était-elle liée à celle de Miss Carchow? Était-ce quelqu'un qui éliminait systématiquement les acteurs de cette cruelle performance? Poirot se tourna vers moi, le regard perçant. « Cela change tout, Hastings. Il n'y a pas de coïncidence dans une affaire comme celle-ci. Nous devons enquêter immédiatement sur la mort de Finch. Nous avons quitté les vestiaires et nous sommes précipités dans les couloirs étroits vers les coulisses où le deuxième corps nous attendait. Mon cœur battait fort et j'avais l'impression irrésistible que le match n'était plus un jeu de déduction. C'était quelque chose de plus sombre, de bien plus dangereux. Le théâtre était devenu une scène de mort et l'acte final se déroulait encore. Nous arrivâmes dans les coulisses du théâtre, où le corps de Gregory Finch gisait affalé, dans une position anormale, les bras écartés comme figés au milieu d'une représentation. La faible lumière du théâtre donnait à la scène un aspect surréaliste, presque théâtral, malgré la gravité de la découverte. Poirot se déplaçait avec une précision calme, observant les lieux sans une once de surprise, comme si la mort de Gregory Finch n'était qu'une pièce de plus du puzzle qui l'attendait. Le régisseur, un homme harcelé nommé Karl, rôdait à proximité, se tordant les mains nerveusement. « C'est vrai, n'est-ce pas, monsieur Poirot ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Un autre meurtre ?» Poirot lui jeta un bref coup d'œil, les yeux plissés. « Non, ce n'est pas un autre meurtre, monsieur. Pas encore. Mais il y a un lien, j'en suis certain. » Sa voix était ferme, mais mesurée, sa présence attirant l'attention de tous. Karl déglutit difficilement, incapable de soutenir le regard de Poirot. « Que veux-tu dire? Comment peux-tu en être sûr ?» Poirot lança au régisseur un long regard significatif avant de répondre. « En toute chose, monsieur, il y a motifs, certains sont subtils, d'autres manifestes, mais ils sont là néanmoins. Le premier décès, l'effondrement de l'actrice Flavia Carchow, apparemment atteinte d'une insuffisance cardiaque. Et maintenant Finch, retrouvé mort dans les coulisses. Les deux décès se sont produits dans des circonstances suspectes. Mais voyez-vous, c'est le pourquoi qui m'intéresse, pas le comment. » Il fit un geste vers le corps de Finch, toujours étendu sur le sol de la scène, l'expression indéchiffrable. « Regarde bien, Hastings. Tu vois, la façon dont il est mort est volontaire. Aucune trace de lutte, aucune marque sur sa peau. Personne ne l'a entendu crier. Personne ne l'a vu tomber. C'est presque comme s'il attendait ce moment. » Je me penchai pour examiner le corps de Finch de plus près. Il paraissait pâle, et ses lèvres étaient légèrement bleues. Un signe d'asphyxie peut-être, mais il n'y avait aucune source évidente pour le coup fatal. J'observais attentivement les alentours. Les coulisses étaient faiblement éclairées, contrastant fortement avec les lumières vives de la scène, et une légère odeur métallique flottait dans l'air, peut-être les vestiges d'une représentation précédente. Rien dans la scène ne me parut particulièrement déplacé. Mais Poirot avait déjà discerné quelque chose qui m'échappait. Poirot s'agenouilla près du corps, scrutant les mains de Finch. Je remarquai pour la première fois qu'elles étaient serrées comme des poings. Le regard de Poirot se posa sur moi, ses lèvres pinçant une fine ligne. « Les poings, Hastings, » dit-il doucement. « Il n'est pas mort subitement, ni de mort naturelle. Il s'est battu, passe pour sa vie, mais pour autre chose. » Je le regardais, fixement, sans vraiment comprendre. Poirot poursuivit. « Lorsqu'un homme meurt empoisonné, il ne serre pas les poings. Ses muscles ne réagissent pas comme ils le feraient en cas de lutte physique. Mais ici, nous avons la preuve d'une émotion violente. Un homme cherchant désespérément à s'accrocher à quelque chose. » J'ai hoché la tête, commençant à suivre son raisonnement. « Alors, tu crois que ce n'est pas du poison, Poirot? Tu penses que c'est autre chose ?» Poirot se leva et se tourna vers moi. « Le poison, Hastings, est dans l'esprit. Ce à quoi Finch s'accrochait, c'était la peur. » Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air entre nous, comme s'il attendait que la signification de la déclaration se fasse pleinement sentir. « Peur? De quoi, Poirot ?» Le regard perçant de Poirot se reporta sur le corps. La peur d'être démasqué. La peur d'un passé auquel il n'a pas pu échapper.
Tout est lié, Hastings. Finch, Mademoiselle Carchot, leur histoire, c'est la clé. Et la lettre, celle que Carchot a brûlée, nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. J'ai ressenti une soudaine révélation. Alors, tu crois qu'ils se connaissaient avant ça, Poirot, avant la pièce? Poirot hocha la tête. Exactement. Et je crois que leur histoire est la cause de leur mort. Gregory Finch et Flavia Carchot ne sont pas de simples acteurs jouant un rôle dans une pièce de théâtre. Ce sont des acteurs jouant un rôle dans un jeu mortel, dont les enjeux sont bien plus importants que n'importe quelle production théâtrale. Il se redressa et se tourna vers Karl, qui se tenait nerveusement à l'arrière-plan. « Puis-je vous demander, monsieur, si vous avez une idée de l'histoire entre Finch et Mademoiselle Carchot ?» Karl cligna des yeux, visiblement perplexe. « L'histoire ? Quel genre d'histoire ?» Le regard de Poirot s'adoucit, presque empreint de compassion. Le genre d'histoire qui conduit un homme à mourir de cette façon, le genre qui crée de telles tensions sur scène et en coulisses. Il y a quelque chose entre eux, n'est-ce pas? Karl s'agita, mal à l'aise. Il s'essuya le front avec sa manche. Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais... Dites-moi, monsieur, insista Poirot d'une voix douce mais ferme. Karl hésita, puis murmura. J'ai entendu des choses, des histoires, en fait. Avant que Carchot ne rejoigne la troupe, Finch contrôlait tout ici. Mais après son arrivée, il a commencé à perdre son influence. Elle avait du pouvoir sur la pièce, le metteur en scène, et même sur l'équipe. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Finch... Eh bien, il n'aimait pas ça. Ils se disputaient souvent, vous savez. Et il y avait des rumeurs d'argent. Quelque chose à propos d'un investissement que Finch aurait fait dans une de ses entreprises. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, un investissement. Il se tourna vers moi. Un lien financier entre eux, c'est curieux. Karl poursuivit. Mais je ne sais pas si c'est ça. Finch était en colère, mais jamais ouvertement. Il aimait garder le silence, vous savez. C'était un homme subtil. Poirot le pressa. Vous dites qu'il y avait des rumeurs, monsieur. Mais qu'en est-il de la vérité? L'a-t-elle jamais été, parlé, entre eux, je veux dire? Karl s'agita, mal à l'aise, sous le regard scrutateur. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il s'est passé une chose. Juste avant le début de la pièce, Finch est allé dans la loge de Carchot. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais elle en est ressortie, l'air furieuse. Ils se sont disputés. Poirot parut ravi. Et quelqu'un a entendu? Non, répondit Karl. Mais je suis sûr qu'il se passait quelque chose entre eux. Je ne sais juste pas quoi. Poirot recula, son regard passant du corps de Finch au vide autour de nous. Il faut qu'on reparle aux autres, Hastings. Quelqu'un dans ce théâtre en sait plus qu'ils ne le disent. Et je soupçonne que la réponse ne réside pas dans leurs paroles, mais dans leur silence. Ce soir-là, Poirot réunit à nouveau les principaux suspects. L'atmosphère dans la pièce était plus pesante, l'attention palpable, comme si les murs eux-mêmes pesaient sur le groupe. Les acteurs, l'équipe technique, chacun avait quelque chose à cacher, quelque chose qu'il refusait de révéler. Poirot commença d'un ton calme et mesuré, sa voix chargée d'autorité et de détermination. Vous êtes tous ici, non pas par culpabilité, mais grâce à votre savoir. Vous en savez plus que vous ne le laissez paraître. Je le vois dans vos yeux. Son regard parcourut lentement chacun des suspects. Victor Hargrave, Iris Temple, Céleste Gray et Rupert Vale. Il s'attarda sur chaque visage, lisant chacune de leurs expressions, chaque changement de posture. Il avait déjà rassemblé suffisamment d'informations pour savoir qui détenait des secrets, mais il avait besoin d'observer leurs réactions, d'évaluer leurs émotions sous la pression. Parlons d'argent, d'investissement, poursuivit Poirot. L'entreprise de Flavia Carchot était-elle ce qu'elle semblait être? Ou y avait-il autre chose? Iris Temple se déplaçait mal à l'aise sur son siège, ses yeux se dirigeant vers les autres, mais elle resta silencieuse. La mâchoire de Victor Hargrave se serra, mais lui non plus ne dit rien. Céleste Gray semblait impassible, son expression indéchiffrable, mais ses mains tremblaient légèrement. Et Rupert Vale? Il était déjà à cran, son regard se déplaçant nerveusement, ses doigts tapotant sans cesse son genou. Poirot sourit légèrement.
son regard se rétrécissant tandis qu'il parlait. Je crois que nous nous rapprochons, Hastings. La véritable nature de ce jeu commence à se préciser. L'atmosphère dans la petite salle des coulisses devenait de plus en plus étouffante à chaque minute qui passait. Les suspects étaient inquiets, leurs visages crispés par un mélange d'anxiété et de culpabilité. Hercule Poirot, confortablement, assis, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, les observait avec une assurance tranquille. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu ressembler à un simple interrogatoire, mais pour moi, il devenait évident que Poirot orchestrait son propre drame psychologique, où chaque mot, chaque geste, chaque expression fugace avait un sens. Nous avons parlé d'argent, d'investissement, de rivalité, commença Poirot d'une voix calme et posée. Mais je crois qu'il y a quelque chose de bien plus important qui a été oublié. La lettre, celle que mademoiselle Carshaw a reçue. Ce n'était ni une simple menace, ni un acte anodin. Non, c'était un message qui lui était spécifiquement destiné. Je voyais la tension monter dans la salle, tandis que les suspects échangèrent des regards méfiants. Même Céleste Gray, d'habitude si calme, s'agitait sur son siège, une légère trace de nervosité se lisant sur son visage. Le regard de Poirot se posa sur elle un instant, avant de poursuivre. Miss Carshaw avait des secrets, j'en suis certain, des secrets qui concernent non seulement M. Finch, mais peut-être chacun d'entre vous. Ce n'est pas un hasard si cette tragédie survient à un moment où le théâtre, qui aurait dû être un lieu de création, est devenu le théâtre de la tromperie et de la vengeance. Le silence qui suivit était lourd de mots non prononcés, et je sentais presque la tension dans l'air crépiter comme l'électricité statique avant un orage. Poirot, maître de la subtilité, laissa les mots planer entre nous un instant avant de se lever de sa chaise et de se diriger lentement vers le centre de la pièce. Cependant, dit-il d'un ton légèrement changeant, il reste encore un point à aborder, la mort de M. Finch. Un empoisonnement, dites-vous? Mais les signes, ne les trouvez-vous pas étranges, Hastings? J'ai hoché lentement la tête, l'esprit toujours en ébullition. Oui, au début, ça ressemblait à du poison, mais maintenant, ça ressemble plus à autre chose. Quelque chose de psychologique, de caché. Poirot sourit faiblement, une lueur d'approbation dans le regard. Exactement, Hastings. Le poison peut tuer le corps, mais il y a des poisons qui peuvent détruire l'esprit de ceux qui craignent que leurs propres secrets soient dévoilés. Il marqua une pause pour faire effet, puis ajouta « Et ce sont ces mêmes secrets qui unissent nos suspects. Nous devons maintenant rassembler ces fragments, ces bribes de vérité, pour comprendre pourquoi M. Finch a été tué et pourquoi Mademoiselle Carshaw est morte. » Il se tourna vers Victor Hargrave, l'air impénétrable. « Dites-moi, Monsieur Hargrave, que savez-vous de ces investissements, de cette affaire impliquant Mademoiselle Carshaw? Vous disiez n'être qu'un collègue, un acteur, mais je perçois quelque chose de plus dans vos paroles, plus, peut-être, dans vos actes. » Hargrave se raidit, les mains posées le long du corps. « Je t'ai déjà dit tout ce que je sais. Il n'y a rien de plus à dire. Finch et Carshaw avaient un accord, mais ce n'était rien de malhonnête, juste une affaire. C'est comme ça dans ce milieu, Poirot. » Les yeux de Poirot restèrent fixés sur lui, inébranlables. « Je ne suis pas d'accord. Le monde du théâtre n'est pas aussi simple que vous le suggérez, monsieur. Les acteurs comme vous, qui se livrent à des illusions, ont tendance à tisser leur propre toile de tromperie. Il est donc naturel que vos relations d'affaires ne soient pas différentes. » J'ai vu Hargrave serrer la mâchoire. Son regard se dirigeait momentanément vers la porte, comme s'il envisageait de s'échapper. Mais Poirot était implacable. « Monsieur Hargrave, » poursuivit Poirot d'une voix douce mais autoritaire, « il y a un indice dans cette pièce, un détail négligé qui va tout dévoiler. Il est caché, juste sous la surface. Plus nous vous comprendrons, plus nous nous rapprocherons de la révélation de ce que vous avez tant cherché à dissimuler. » Poirot tourna son regard vers Iris Temple, dont les yeux évitaient soigneusement les siens depuis quelques minutes. « Mademoiselle Temple, vous avez été très prompte à réduire la mort de M. Finch à un simple empoisonnement. Pourtant, il y a quelque chose dans votre réaction, quelque chose qui suggère que vous en savez plus que vous ne le laissez paraître. Qu'est-ce que c'est? De quoi avez-vous si peur? » Le visage d'Iris Temple pâlit
et elle jeta un rapide coup d'œil à Céleste, qui jusque-là était restée silencieuse. Mais avant qu'elle puisse parler, Poirot leva la main, lui faisant signe de se taire. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Temple, » dit Poirot d'une voix basse et murmurée. « Inutile de parler maintenant. Je trouverai la vérité, que vous le vouliez ou non. » Le regard de Poirot se porta ensuite sur Céleste Gray. La jeune actrice se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, dans une posture défensive. Ses lèvres étaient pincées, et son regard brillait d'une émotion indescriptible. « Ah, Céleste, » dit doucement Poirot, « tu es bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tu prétends être une observatrice discrète, mais je soupçonne que tu sais exactement ce qui se passe. Voir. Le jeu qui se joue, n'est-ce pas? La tension entre collègues, la colère, la peur. Tout cela est profondément ancré. » Céleste esquissa un sourire crispé, mais son regard trahissait sa nervosité. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle d'une voix calme, mais teintée d'un léger malaise. « J'essayais juste de terminer les répétitions. Je suis là pour faire mon travail, rien de plus. » Poirot s'approcha d'elle et l'observa attentivement. « La vérité, ma chère, c'est que vous êtes au cœur de tout cela. Pas seulement en tant qu'actrice, mais en tant que personnage central de ce réseau complexe. Vous n'êtes peut-être pas celle qui a tué mademoiselle Kershaw ou monsieur Finch, mais vous en savez plus que vous ne le laissez paraître. Vous avez vu les acteurs de ce drame. Vous avez entendu leurs confessions. Ce que vous n'ont pas c'est fait, Céleste, c'est parler. » La main de Céleste se porta brusquement à la bouche, et, l'espace d'un instant, je crus qu'elle allait craquer. Mais elle se reprit et prit une grande inspiration pour calmer ses nerfs. Le regard de Poirot se porta alors sur Rupert Val, l'homme d'affaires, qui arpentait nerveusement un coin de la pièce. « Et vous, monsieur Val, vous êtes resté silencieux pendant ce petit drame, n'est-ce pas? Trop silencieux. Il est temps pour vous de parler. » Valet cessa de faire les 100 pas et se tourna vers Poirot, l'air dur. « Je vous ai dit tout ce que je savais. Je suis juste là pour assurer le bon déroulement du spectacle. C'est tout. Je ne connais rien au poison, ni aux lettres, ni aux investissements. Mon seul souci, c'est l'avenir de ce théâtre. » Poirot hocha la tête, comme s'il était satisfait de la réponse. Mais je pouvais voir le changement subtil dans son comportement. Le léger resserrement de sa mâchoire, la brève lueur de suspicion dans ses yeux. « Et pourtant, » dit lentement Poirot, « vous êtes resté en marge de cette histoire depuis le début, à la regarder se dérouler. Vous n'avez peut-être tué personne, monsieur Val, mais vous n'êtes pas aussi innocent que vous le paraissez. » Le silence retomba dans la salle. Poirot les manipulait tous comme un instrument finement réglé, extrayant leurs émotions, leur culpabilité et leur peur avec subtilité et précision. Je sentais la pression monter, la tension s'accroître, tandis que chaque suspect semblait se rétracter sous son regard. Mais Poirot n'en avait pas fini. « Maintenant, » dit-il en se tournant vers le groupe, « il est temps pour moi de révéler ce que vous avez tous caché. La vérité est simple, et pourtant elle est enfouie sous des couches de tromperie. La réponse, mes amis, est bien plus proche que vous ne le pensez. » Son regard parcourut la pièce, ses yeux brillants d'une acuité presque prédatrice. « Et je la trouverai. Je trouverai la vérité, morceau par morceau, jusqu'à ce que le dernier secret soit dévoilé. » La pièce resta suspendue dans un silence, pesant, tandis que les paroles de Poirot flottaient dans l'air, la tension étant si intense qu'elle semblait presque palpable. Les suspects s'agitaient, mal à l'aise, leurs regards nerveux se posant l'un sur l'autre. Poirot, le regard froid et calculateur, les examina une dernière fois avant de reprendre la parole. « Je vous ai donné la parole, » dit-il d'une voix ferme mais chargée d'autorité. « Chacun de vous a joué son rôle dans ce drame, et chacun a un secret à cacher. Mais comme je l'ai déjà dit, la vérité ne se cache pas dans vos paroles, elle se cache dans vos actes. Et bientôt, très bientôt, l'un de vous trébuchera. » Le regard de Poirot parcourut à nouveau le groupe. Victor Hargrave, Iris Temple, Céleste Gray et Rupert Val. Une lueur d'incertitude brillait dans leurs yeux, un subtil aveu de culpabilité, même s'ils refusèrent de l'admettre à voix haute. Ils le voyaient, j'en étais sûr. Poirot était un maître de la nature humaine,
et il en avait déjà révélé bien plus qu'il ne le laissait paraître. Je sentais la pression monter dans la pièce. Le silence s'éternisait, chaque seconde s'éternisant. Puis, sans prévenir, il fut rompu. Je ne peux plus faire ça, dit soudain Iris Temple, la voix tremblante. Le sanglot discret qui suivit fut à peine audible, mais il suffisait à attirer l'attention de tous. Je ne peux plus continuer à faire semblant. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Poirot, toujours calme, se tourna aussitôt vers elle. Son regard s'adoucit légèrement, mais sa posture resta aussi rigide que d'habitude. « Ah, Iris, dit-il d'une voix douce mais perçante. Tu as le courage de parler maintenant. Mais que veux-tu confesser? Quelle vérité as-tu cachée? » Les mains d'Iris étaient serrées sur ses genoux, les jointures pâles sous la pression. Elle balaya la pièce du regard ses camarades suspects, chacun l'observant avec un mélange de curiosité, de suspicion et, dans certains cas, de dédain à peine dissimulé. Lentement, son regard se posa sur le sol et elle prit une profonde inspiration. « Je ne voulais pas que quiconque le sache, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais la lettre, celle que Flavia a reçue, elle était pour moi, pas pour elle. C'était juste elle qui était censée être blâmée. » Il y eut une inspiration collective dans la salle, et je remarquai les yeux de Céleste s'écarquiller d'incrédulité. Mais Poirot resta calme, son expression indéchiffrable. Il s'avança d'une voix basse mais autoritaire. « Expliquez-vous, mademoiselle Temple, dit-il. Vous dites que la lettre vous était destinée. Mais de quoi s'agissait-il? Quel était le message? » « Qui vous effrayait tant ?» Iris leva la tête, les larmes aux yeux, regardant Poirot. « Je suis actrice, monsieur Poirot. Je suis dans ce milieu depuis assez longtemps pour savoir comment ça marche. J'ai eu pas mal de relations avec des hommes puissants, des hommes qui pourraient m'aider à gravir les échelons du succès. » Sa voix tremblait sous le poids de ses mots, et elle marqua une pause, essayant de se ressaisir, avant de poursuivre. « J'étais en couple avec Gregory Finch. Ce n'était pas sérieux, mais il m'a promis des choses. Il m'a promis des rôles, des opportunités. Je pensais pouvoir l'utiliser. Mais j'avais tort. Il a commencé à me menacer, me disant qu'il ruinerait ma carrière et me dénoncerait à la presse. Il savait tout de mon passé, mon réel passé, ce que j'ai fait pour avancer. J'étais terrifié par ce qu'il pourrait faire, et c'est là que j'ai commencé à sentir que je n'avais pas d'autre choix que d'y mettre fin. » Poirot hocha lentement la tête, les yeux plissés, tandis qu'il assimilait l'information. « Je vois. Donc Finch avait quelque chose sur vous, et vous craigniez son pouvoir. Mais mademoiselle Carchot, pourquoi était-elle impliquée? Pourquoi? Vouliez-vous la piéger? » Le regard d'Iris se posa sur Céleste, et je vis une lueur de culpabilité traverser son visage. Flavia Carchot était une rivale. Elle avait une réputation irréprochable. Tout le monde l'adorait. Mais je connaissais la vérité à son sujet, monsieur Poirot. Elle n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Elle était impliquée dans des affaires douteuses, dont même Finch ignorait l'existence. Je ne savais pas comment la faire tomber sans m'impliquer, alors j'ai caché la lettre. Je pensais que si je la faisais passer pour elle, qu'elle était la cible, tout le monde penserait que c'était elle qui détenait les secrets. La salle était silencieuse, la gravité de la confession d'Iris s'imprégnant. Poirot ne semblait pas du tout surpris, mais je sentais le choc se propager parmi les autres. Le visage de Céleste était devenu pâle, et Hargrave fixait Iris, la mâchoire serrée. Ruperval, quant à lui, semblait plus calme que jamais, mais ses yeux ne quittaient pas Iris. La voix de Poirot rompit à nouveau le silence, douce mais autoritaire. « Et saviez-vous, mademoiselle Temple, que ce petit jeu finirait par la mort ?» Iris ferma les yeux, un sanglot s'échappant de sa gorge. « Non, non, je ne l'ai pas fait. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse mourir. Je pensais que Finch jouait juste à ses jeux habituels. Je ne pensais pas qu'il serait si téméraire, si négligent. Mais quand il a découvert que je l'avais trahi, il est devenu furieux. Il a dit qu'il me dénoncerait quoi qu'il arrive. Je devais l'en empêcher. Mais je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. » Le regard de Poirot ne vacillait pas,
son esprit s'activant à toute vitesse, reconstituant soigneusement les fragments de la confession. Vous vouliez détruire l'emprise de Finch sur vous, mademoiselle Temple. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir des secrets. Vous n'êtes pas la seule à vouloir le réduire au silence. Iris releva brusquement la tête, la confusion obscurcissant son expression. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu racontes? Poirot se tourna vers les autres personnes présentes, le regard froid et calculateur. Voyez-vous, ma chère Miss Temple, je sais exactement pourquoi M. Finch a été tué, et je sais exactement qui en avait les moyens, le mobile et l'opportunité. Le visage d'Iris pâlit. Que veux-tu dire? Tu ne dis pas que... Non, l'interrompit Poirot d'une voix calme mais perçante. Mais il y en a un autre qui partage ta peur, ton désespoir. Quelqu'un qui, comme toi, cache la vérité depuis bien trop longtemps. L'air de la pièce semblait crépiter, tandis que les paroles de Poirot pesaient lourdement sur le silence. Son regard allait d'Iris à Hargrave, puis à Céleste, et enfin à Rupert Vale. Chacun d'eux semblait se rétrécir sous son regard scrutateur. Les lèvres de Poirot se sont retroussées en un sourire. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était sur le point de révéler la vérité. Il n'y a qu'une seule personne ici qui avait les deux motifs le moyen. Pour tuer Gregory Finch, dit Poirot d'une voix ferme. Et cette personne n'est autre que M. Hargrave. La pièce se tut complètement, et je vis la stupeur se lire sur les visages des autres suspects. L'expression de Hargrave, en revanche, resta indéchiffrable, froide, presque comme s'il avait anticipé ce moment. Poirot poursuivit d'une voix sèche. « Voyez-vous, monsieur Hargrave, votre relation avec mademoiselle Temple n'était pas seulement une question de jeu, c'était une question d'argent, c'était une question de contrôle. Vous étiez au courant des investissements de Finch, et vous saviez que cet homme était instable. Mais plus que cela, vous saviez que Finch avait des preuves contre vous, des preuves qui pourraient détruire tout ce que vous aviez gagné. » Victor Hargrave prit enfin la parole, d'une voix basse et posée. « Tu as tort, Poirot. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, » répondit Poirot. « Le web est complexe, mais je ne suis pas dupe. Vous aviez toutes les raisons de vouloir sa mort, mais ce n'était pas seulement pour protéger votre réputation. C'était pour vous protéger de quelque chose de bien pire. La tension était palpable dans la salle. Pendant un long moment, personne ne parla, le seul bruit étant un léger bruit de pas traînants et, de temps à autre, le son d'un raclement de gorge. Poirot, avec son air d'autorité et de calme habituel, avait livré sa révélation. M. Hargrave, grand et silencieux, n'avait pas encore répondu à l'accusation qui venait d'être lancée contre lui. Son regard, cependant, n'était plus celui d'un homme scruté. Il y avait là quelque chose de plus proche de la résignation, comme s'il savait depuis longtemps que ce moment viendrait. J'attendais depuis longtemps que les pièces du puzzle se mettent en place. Mon esprit s'emballait tandis que je tentais de reconstituer ce que Poirot venait de dire et ce que j'avais observé. Mais Poirot avait une longueur d'avance sur moi, comme toujours. C'était un homme qui voyait la structure sous le chaos, les motifs cachés dans le brouillard. « Vous êtes resté silencieux, monsieur Hargrave, » dit doucement Poirot d'une voix douce comme la soie. « Je comprends que mes déductions puissent vous choquer, mais la vérité finit toujours par se révéler, n'est-ce pas ?» Les lèvres d'Hargrave s'ouvrirent, comme s'il allait parler, mais les mots semblèrent se coincer dans sa gorge. L'espace d'un instant, son regard se porta sur les autres suspects, Céleste, Iris et Rupert Vale, comme s'il cherchait du réconfort dans les visages de ses complices. Pourtant, aucun d'eux ne lui offrit le moindre réconfort. Au contraire, il semblait attendre qu'il confirme les dires de Poirot. Enfin, Hargrave prit la parole, mais sa voix était creuse, trahissant sa confiance initiale. « Que me veux-tu? Poirot? Tu as tout compris, n'est-ce pas? Tu as tout compris. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Je ne veux pas demander rien de vous, monsieur. Mais je préférerais que vous dites-moi ce que je sais déjà. C'est, après tout, la politesse qui s'impose. Dites-moi, comment avez-vous réussi à assassiner Gregory Finch? Quel a été votre rôle? » Hargrave hésita. Puis, avec un profond soupir, presque triste, il baissa les yeux et parla, la voix teintée d'amertume.
Finch et moi avions un accord, une sorte de partenariat. Nous étions tous les deux impliqués dans le théâtre, mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait tout contrôler, sur tout le monde. Il avait ce pouvoir sur les gens. Il connaissait les faiblesses de chacun et n'avait pas peur de les exploiter. Poirot se pencha légèrement en avant, les yeux plissés. « Je crois que vous faites allusion à ses affaires, son contrôle sur les investissements, les finances du théâtre, l'avenir des productions. C'est ça ? Oui, répondit Hargrave en se passant une main dans les cheveux, frustré. Mais ce n'était pas que du business, c'était personnel. Il était au courant de mes dettes. Il savait que je cachais mon problème de jeu. J'étais dans le pétrin. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre son argent, et en échange, il voulait ma loyauté. Mais je savais, dès le début, qu'il se servait de moi. Il voulait que je danse à son rythme, et dès que j'arrêterais de jouer, je serais fichu. La confession s'accumulait lentement, mais je voyais Poirot travailler. Il ne se contentait pas d'écouter les paroles d'Hargrave. Il décortiquait chaque nuance de son comportement. Poirot avait la capacité de comprendre bien plus que les mots. « Vous étiez pris au piège, monsieur Hargrave, » dit doucement Poirot. « Pris au piège par vos propres vices, vos propres faiblesses. Mais dites-moi, quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de le tuer ?» Le visage de Hargrave se tordit en une grimace. « J'ai été pris, complètement. Finch avait découvert que je concluais des accords secrets avec d'autres investisseurs, dans son dos. Il me faisait chanter avec cette information. Je ne pouvais pas le laisser me démasquer. Cela aurait détruit ma carrière, ma vie. » Poirot hocha lentement la tête, ses doigts tapotant légèrement son genou. « Alors, vous avez décidé de le faire taire définitivement. Mais la méthode, pourquoi le poison? Pourquoi pas quelque chose de plus direct ?» Hargrave marqua une pause, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait révéler. « J'ai pensé que ce serait plus clair. Il devait rencontrer quelqu'un, ce soir-là. Quelqu'un d'important. Je savais qu'il serait seul. Alors j'ai empoisonné son verre. Ça me semblait la solution la plus simple. Je ne voulais pas que ce soit salissant. Il fallait que ça ressemble à un accident. C'était là, le moment décisif. Hargrave avait agi par désespoir, avec toute la peur d'un homme qui avait perdu le contrôle de son destin. Mais quelque chose clochait. La voix de Poirot résonna, à nouveau. « Mais vous ne l'avez pas simplement empoisonné, n'est-ce pas, monsieur Hargrave? Vous saviez que la lettre était destinée à piéger quelqu'un d'autre, à éloigner tout soupçon. » Le visage d'Hargrave se crispa. Il ouvrit, la bouche comme pour nier, mais les mots moururent sur ses lèvres. Il ne servait plus à rien de mentir. La vérité avait été mise à nu. Poirot jeta un coup d'œil au reste du groupe, son regard se posant sur Céleste Gray. « Mademoiselle Gray, vous êtes très discrète. Vous aussi, vous étiez impliquée dans ce drame. Vous faisiez partie de la toile, que vous le vouliez ou non. » Céleste tressaillit légèrement, les mains agrippées au bord de sa chaise, mais elle ne dit rien. Poirot avait le don de forcer les aveux sans confrontation directe. Il obligeait les gens à se révéler sans qu'ils s'en rendent compte. « Je sais, mademoiselle Gray, » poursuivit Poirot d'un ton calme. « Vous vouliez protéger quelqu'un. Vous vouliez le soustraire aux conséquences. Mais ce n'est plus possible. Votre rôle dans cette affaire est bien plus important que vous ne le croyez. » Le visage de Céleste devint rouge vif, et finalement, elle ouvrit la bouche. « Je n'ai jamais souhaité la mort de qui que ce soit, mais je devais l'aider. Finch allait tout gâcher. Je ne pouvais pas le laisser détruire nos vies. » Le regard de Poirot s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. « Vous protégiez M. Hargrave, n'est-ce pas? Vous saviez que son secret, s'il était révélé, le briserait. Vous teniez à lui. » Céleste détourna le regard, l'expression teintée de culpabilité. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son expression montrait clairement que Poirot avait découvert la vérité. « Et mademoiselle Temple, » ajouta Poirot en tournant son regard vers Iris. « Vous étiez au courant des dettes d'Hargrave. Vous saviez pour son implication avec Finch. Peut-être même pour le poison. » Le souffle d'Iris s'accéléra et son regard passa de Poirot à Hargrave, le visage pâle. « Non,
Je ne savais pas. Je savais juste qu'il fallait arrêter Finch. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. Poirot sourit, une expression entendue traversant son visage. Vous n'y avez pas réfléchi, n'est-ce pas, mademoiselle Temple? Vous pensiez que la mort de Finch éliminerait la menace, mais elle n'a fait que tout affleurer. Il y eut un long silence pendant lequel les paroles de Poirot se répercutèrent dans la pièce. Les suspects, tous apparemment complices, échangèrent des regards gênés. Fini les dénégations, fini les excuses. Poirot poursuivit, sa voix prenant une certaine finalité. Nous comprenons maintenant le réseau. Il ne s'agissait pas d'une seule personne avec un mobile, mais de plusieurs. Hargrave, prisonnier de ses propres dettes de jeu. Céleste, agissant par affection et par peur. Iris, essayant d'écarter une menace qui la poursuivait depuis des années. Et Finch, un homme qui jouait avec la vie des autres, sans jamais se rendre compte du danger qu'il courait. Et finalement, sa cupidité et sa manipulation ont conduit à sa propre perte. Les suspects étaient immobiles, le poids des déductions de Poirot s'imprégnant. Je savais que l'heure de vérité était arrivée. Les aveux avaient été dévoilés, et la vérité était désormais indéniable. Mais une dernière question persistait. Qui serait tenu responsable de la mort de Finch? Poirot se tourna vers Hargrave, le regard perçant et inflexible. « Monsieur Hargrave, dit-il d'une voix plus dure, vous pensiez peut-être pouvoir échapper aux conséquences. Mais en vérité, vous avez joué un jeu dangereux, et il est temps pour vous d'assumer les conséquences de vos actes. » La salle était lourde du poids des paroles de Poirot, chacune d'elles s'imprimant toujours plus profondément dans la conscience collective des suspects rassemblés. Chacun d'eux était encore dans l'ombre de sa propre culpabilité, mais ils ne pouvèrent plus se cacher. La vérité avait été révélée, dévoilée pour ce qu'elle était. Des couches de tromperie, des motivations complexes et des êtres humains imparfaits pris dans les toiles qu'ils avaient eux-mêmes tissées. Hargrave, le visage pâle et les yeux plissés par une fureur sourde, fut le premier à parler, bien que sa voix fût rauque. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-il, sans qu'il y ait de question dans son ton, seulement de la résignation. « Tu as tout démêlé, n'est-ce pas, Poirot? Tu as trouvé la vérité. » Poirot le regarda avec un détachement froid qui semblait presque incompréhensible. « En effet, monsieur Hargrave, j'ai trouvé la vérité, et même si vous souhaitez qu'elle disparaisse en un instant, les conséquences de vos actes demeurent. » Céleste Gray, qui se tenait silencieuse, le visage pâle et tiré, s'avança, les mains jointes devant elle. Elle semblait sur le point de parler, mais aucun mot ne sortit. Seul un souffle tremblant traversait ses lèvres. Son visage reflétait plus que la peur. C'était la honte qui transparaissait au plus profond de son regard. « Vous avez eu si peur, mademoiselle Gray, » dit Poirot d'une voix douce mais chargée d'une compréhension tacite. « Peur de tout perdre, de votre propre implication dans cette tromperie. Mais comprenez bien que vous n'avez jamais cherché à protéger uniquement Gregory Finch. » La voix de Céleste se brisa lorsqu'elle parla enfin, à peine plus haut qu'un murmure. « Je pensais que si je pouvais juste l'empêcher d'être exposé, si je pouvais m'assurer que les erreurs d'Hargrave ne soient pas révélées, tout resterait intact. Je ne supportais pas l'idée que tout s'effondre. Mais maintenant, tout est parti, n'est-ce pas? » Le regard de Poirot s'adoucit légèrement. « Vous pensiez peut-être, mademoiselle, qu'en couvrant monsieur Hargrave, vous pourriez éviter le pire. Mais ce faisant, vous n'avez fait qu'empirer les choses. La vérité, aussi dure soit-elle, finit toujours par éclater. » Il y eut un long silence. Même Rupert Vale, habituellement impétueux, était resté silencieux. Il n'avait pas osé interrompre. Ses yeux étaient fixés au sol, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux, son visage maquillé d'un calme prudent. Mais je savais, à son attitude, qu'il avait encore quelque chose à dire. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais il attendit, comme s'il se demandait s'il allait parler. Poirot se tourna alors vers lui. « Et vous, monsieur Vale ?» commença-t-il d'une voix légèrement moins compatissante qu'avec Céleste. « Vous pensiez pouvoir simplement vous asseoir et laisser les autres porter le fardeau de cette tragédie?
Vous vous croyiez à l'abri des conséquences. Le regard de Rupert se posa sur Poirot, une légère irritation traversant son visage. Mais il y avait aussi autre chose, la peur. « Je n'ai rien à dire », répondit-il sèchement, la mâchoire serrée trahissant son malaise. Poirot l'observa un instant, les yeux légèrement plissés. « Vous étiez très prudent, monsieur Val, si prudent qu'on aurait presque dit que vous n'aviez rien à cacher. Mais vous avez tort. Vous aviez vos propres raisons de rester dans l'ombre. Vous aussi, vous aviez quelque chose à gagner de la mort de monsieur Finch. » Rupert se déplaçait mal à l'aise, mais ne parlait pas. Le sourire de Poirot était presque imperceptible, mais il était désormais marqué par une certaine acuité. « Voyez-vous, monsieur Val, dit-il en se penchant légèrement vers lui, votre implication va au-delà du simple opportunisme. Elle est plus profonde. Vous n'étiez pas un simple spectateur dans cette histoire. Vous aviez un intérêt direct à la disparition de Finch. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Le masque de sang-froid de Rupert se brisa l'espace d'un bref instant. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il venait d'être pris sur le fait. Il reprit rapidement son sang-froid, mais le mal était fait. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » marmonna Rupert d'une voix tendue. « Tu n'as aucune idée. Mais moi, si, » interrompit Poirot d'une voix ferme. « Vous étiez un investisseur dans le théâtre de Finch. Un investisseur discret, certes, mais vous étiez plus que cela. Vous aviez un intérêt personnel à voir Finch disparaître. Vous héritiez d'une importante somme d'argent si les entreprises de Finch échouaient. » L'expression de Rupert vacilla un bref instant avant qu'il ne retrouve son calme. « C'est absurde, » cracha-t-il, le regard empli d'une froide défiance. « Tu te raccroches à n'importe quoi. » Poirot inclina légèrement la tête, lui lançant un regard entendu. « Ah, monsieur Val, vous pouvez mentir aux autres. Mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Le mobile est clair. Vous attendiez le bon moment pour agir. Vous avez vu dans l'instabilité de Finch un moyen d'arriver à vos fins. Et maintenant, c'est arrivé. » L'espace d'un instant, il sembla que la pièce allait s'effondrer sous le poids de la vérité. Chacun semblait prisonnier de son propre sentiment de culpabilité, mais personne plus que Rupert Vale. Il avait tenté de jouer l'observateur indifférent, mais il était clair que, comme les autres, il avait été impliqué de manières indéniables. Tom. Voix de Poirot rompit à nouveau le silence. « Ce n'est plus qu'une question de temps, monsieur Val. Vous ne pouvez plus cacher la vérité. Chaque personne présente dans cette pièce a joué un rôle dans cette tragédie. Mais maintenant, vous en assumerez les conséquences. » Je sentais la tension monter à nouveau, plus intense que jamais. L'atmosphère était devenue pesante, chargée de la prise de conscience que la fin approchait. Poirot avait été clair. La vérité avait été découverte, mais l'étape finale restait à franchir. « Je suis sûr que vous comprenez maintenant, monsieur, » poursuivit Poirot d'une voix glaciale. « Vous vouliez tous protéger vos secrets, vous vouliez tous échapper aux conséquences de vos actes, mais aucun de vous n'échappera à la loi. » Pendant un instant, personne ne bougea, puis, presque comme par magie, Hargrave se leva, la posture raide et résolue. « Que faisons-nous maintenant, Poirot » demanda-t-il à voix basse, sa bravade passée complètement. Poirot le regarda un instant, avant de répondre d'une voix calme mais lourde. « De sens. Maintenant, monsieur Hargrave, la justice doit suivre son cours. Je veillerai à ce que les autorités soient informées. Ce n'est pas à moi de décider qui doit payer pour ce crime. C'est la responsabilité de ceux dont le devoir est de faire respecter la justice. » Il y eut un long silence, puis Céleste Gray s'avança, les mains tremblantes. « Allons-nous tous être arrêtés ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Poirot hocha la tête, mais son expression s'adoucit légèrement. « Ce n'est pas à moi de prendre de telles décisions, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste sera laissé aux autorités. » Le visage de Céleste se décomposa, et pour la première fois, je vis une larme couler de son œil. Elle l'essuya rapidement, mais cela ne dissimula pas sa honte. « La justice a toujours sa façon de faire, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Même si c'est difficile maintenant, avec le temps,
Vous comprendrez que c'est le seul moyen de guérir. Les mots restèrent suspendus dans l'air tandis que la salle commençait à se vider, la gravité de la situation s'installant sur chacun. Un à un, les suspects quittèrent la pièce, chacun portant le poids de la vérité dans son cœur. Poirot, cependant, resta. Son sang-froid était impeccable, comme toujours, mais lorsqu'il jeta un coup d'œil à la porte, je perçus le reflet dans ses yeux. Il y avait en lui une mélancolie que je savais réserver à de tels moments. Ces petites cellules grises avaient percé le mystère, mais le plus dur arrivait, le moment où la nature humaine se révélait dans toute sa fragilité. En sortant de la pièce à ses côtés, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Poirot, est-ce que tu as parfois pitié d'eux, de ce qu'ils ont fait ?» Poirot marqua une pause, son regard s'attardant un instant. Puis, avec un léger sourire, il répondit « Ah, Hastings, je compatis. Oui. Mais la pitié, ça ne les aide, pas pour l'instant. C'est la loi, la justice, qui doit régner. Et c'est elle qui, en fin de compte, rétablira l'équilibre dans le monde. » Et sur ce, il se retourna et quitta la pièce, ses pas déterminés, son esprit déjà tourné vers le prochain défi. L'air frais du soir nous accueillit à notre sortie du bâtiment, le léger bourdonnement de la vie nocturne de la ville perçant, au loin. La tension dans la pièce me pesait encore, comme si je portais le poids de toutes les vérités non dites qui s'étaient déroulées entre ces quatre murs. Les suspects n'étaient plus un mystère. Chacun avait ses motivations, ses craintes et ses mensonges. Mais leurs réponses ne m'aidèrent pas à comprendre la finalité de la situation. Poirot marchait devant, d'un pas mesuré et posé, et moi, comme toujours, je le suivais. Je me surpris à penser non seulement à l'affaire que nous venions de résoudre, mais aussi à une question plus vaste. De quoi s'agissait-il ? J'avais accompagné Poirot dans de nombreuses affaires, certaines complexes, d'autres étranges, mais celle-ci était différente. Il ne s'agissait pas seulement du crime, mais des vies qui y étaient mêlées. Des personnes avaient agi par désespoir, par amour, par peur et par égoïsme. Et au final, chacune en avait payé le prix d'une manière ou d'une autre. Les conséquences n'avaient pas été simplement la mort de Gregory Finch, mais la destruction de vies, de relations. L'histoire était loin d'être simple. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de héros ni de méchants. Juste des êtres, humains, imparfaits, guidés par leurs propres instincts, leurs propres désirs. Alors que nous franchissions la grande arcade du théâtre, Poirot se tourna vers moi, l'air pensif. Il était resté inhabituellement silencieux depuis que nous avions laissé les autres derrière nous, et je sentais qu'il s'apprêtait à partager ses dernières réflexions sur le sujet. « Hastings », commença-t-il d'une voix calme, « il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement dans cette affaire. » J'ai haussé un sourcil. « Que veux-tu dire, Poirot ? Tu as déjà tout résolu, n'est-ce pas ?» Poirot sourit faiblement, les yeux brillants de la vivacité de son esprit. « Ah, mon ami, il y a toujours des couches dans un mystère. Parfois, la vérité se cache là où on ne la voit pas immédiatement. Il ne suffit pas de résoudre l'énigme. Il est plus important de comprendre. Pourquoi ? Le puzzle a été créé en premier lieu. » Je marquai une pause, réfléchissant à ces paroles. Poirot avait déjà résolu bien des mystères pour moi, mais il y avait toujours autre chose, quelque chose que je mettais un peu plus de temps à comprendre. L'affaire portait sur la cupidité, bien sûr, poursuivit Poirot, les mains jointes dans le dos. Mais c'était plus que ça. Il s'agissait de la nature humaine, des limites auxquelles les gens sont prêts à aller lorsqu'ils croient n'avoir d'autre choix. Hargrave, Céleste, Val, ils croyaient tous faire le nécessaire pour se protéger. Mais au final, ils ne faisaient que protéger leurs illusions. J'ai hoché lentement la tête, ces paroles commençant à prendre sens. Bon, ils étaient tous complices du meurtre, mais ils étaient aussi prisonniers de leurs propres secrets et faiblesses. Chacun pensait avoir une bonne raison pour ce qu'il avait fait. Le regard de Poirot s'adoucit. « Oui, Hastings, mais la tragédie réside dans le fait que, malgré leurs efforts, ils ne sont pas seulement responsables de la mort de Finch, ils sont aussi responsables de leur propre perte. » C'était une pensée sombre. Il était clair que Poirot ressentait le poids de ses déductions, malgré son sang-froid habituel.
Il avait découvert la vérité, et il ne restait plus qu'à attendre que justice soit faite. Mais cela ne changeait rien au coût humain de ce qui s'était passé. En arrivant à la voiture, l'attention de Poirot sembla se déplacer, ses yeux scrutant les rues à la recherche de quelque chose. Ou peut-être de rien du tout. Il avait toujours été un personnage énigmatique, observant constamment le monde qui l'entourait. Mais dans des moments comme ceux-ci, une fois l'affaire résolue et les criminels démasqués, je percevais en lui une certaine mélancolie, une lassitude qui ne provenait pas du travail lui-même, mais de la conscience de ce dont les êtres humains étaient capables lorsqu'ils étaient repoussés à l'extrême. Il se tourna vers moi avec un demi-sourire. « Dis-moi, mon ami, que penses-tu qu'ils vont devenir maintenant ?» Je n'avais pas de réponse immédiate, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Les criminels avaient été démasqués, mais les conséquences de leurs actes se feraient jour lentement, au fil du temps. La police reprendrait l'enquête, les arrestations seraient effectuées, et la justice aurait son mot à dire. Mais en attendant, que signifiait vraiment cette affaire? Que révélait-elle des personnes impliquées? Elles avaient toutes été poussées à agir d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu prévoir. J'ai soupiré. Je suppose que justice sera faite, à la fin. Poirot hocha la tête, le regard perdu dans le vide. Oui, la justice. Mais qu'en est-il des vies qu'ils ont ruinées au passage? Qu'en est-il de celles qui ne seront plus jamais les mêmes? Parfois, mon ami, les dégâts sont irréparables, malgré tous nos efforts. Nous sommes montés dans la voiture, et j'ai senti le poids de ses paroles s'installer. Je connaissais Poirot depuis des années, et j'avais appris à respecter sa vision de la nature humaine. Mais ce soir-là, ses réflexions me semblaient particulièrement profondes. Il ne s'agissait pas seulement de résoudre le crime, mais de comprendre les conséquences de ce qui s'était passé, les répercussions qui allèrent se propager bien au-delà du tribunal. La ville autour de nous était animée, vibrante de l'énergie d'un million de petits drames qui se déroulaient. Mais pour nous, l'affaire était terminée. Le rideau était tombé, et il n'y aurait plus de répétition. Le dernier acte avait été joué, et la vérité avait été révélée. Tandis que nous roulions dans les rues tranquilles, j'ai senti un sentiment de clôture s'installer. Le mystère n'était plus une énigme à résoudre, un tissu de mensonges et de demi-vérités. C'était un rappel de la fragilité de la nature humaine et de la facilité avec laquelle les choses peuvent échapper à tout contrôle. Poirot sembla deviner mes pensées. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, parfois, les mystères les plus dangereux ne sont pas ceux que l'on cache au monde, mais ceux que l'on se cache à soi-même. La vérité est toujours là, mais il faut quelqu'un capable de percer les illusions pour la découvrir. » Je lui jetai un coup d'œil, submergé par l'admiration. Il avait raison, bien sûr. Les mensonges les plus dangereux étaient ceux qu'on se racontait à soi-même, ceux auxquels on croyait si fort qu'on ne pouvait plus voir la vérité, aussi évidente qu'elle paraissait aux autres. Alors que nous approchions de notre destination, Poirot s'est adossé à son siège, les yeux fermés un instant, perdu dans ses pensées. J'entendais presque les rouages de son esprit, comme toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il était en paix avec la résolution de cette affaire. Nous arrivâmes à l'hôtel et Poirot sortit de la voiture, toujours aussi impeccable. Il marqua une pause et se tourna vers moi. « Je dois avouer, Hastings, dit-il avec une lueur malicieuse dans les yeux, que je suis plutôt fatigué. Mais pas de résoudre des mystères. Non, je suis fatigué de ces gens qui pensent pouvoir jouer avec les autres comme s'ils étaient des pions sur un échiquier. » Je lui ai souri. « Tu es un homme de principe, Poirot. » Il lui rendit son sourire, ce léger sourire entendu qui semblait toujours laisser présager une plaisanterie. « Peut-être. Mais plus que ça, Hastings, je suis un homme qui croit au pouvoir de la petite cellule grise. Elles sont bien plus que de la simple logique, voyez-vous? Elles sont la clé pour comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font. Et parfois, les réponses sont bien plus complexes qu'on ne le pense. » Sur ce, il fit demi-tour et entra dans l'hôtel, me laissant méditer sur les vérités profondes de l'affaire. Debout, le regardant disparaître dans la chaleur du bâtiment, je réalisais que j'avais appris quelque chose d'important, non seulement sur le crime, mais sur la vie elle-même. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de solution simple.
Seuls les réseaux complexes et enchevêtrés du comportement humain, et seul Poirot, pouvait voir les fils qui les reliaient tous. Et ainsi, le rideau tomba sur cette affaire particulière. Mais je savais, comme toujours, que Poirot attendrait le prochain défi, la prochaine énigme à résoudre. Car pour lui, la partie n'était jamais vraiment terminée. Les semaines qui suivirent la dernière réunion au salon furent étranges. Un calme qui semblait persister. La justice pénale, comme souvent, avançait à son rythme. L'enquête officielle sur le meurtre de Gregory Finch progressait, bien sûr, mais pour nous, les rares témoins de la grande révélation du mystère, la vie avait repris un semblant de normalité, marqué toutefois par un indéniable esprit de recueillement. Poirot, toujours aussi énigmatique, reprit ses activités avec la même précision méticuleuse, comme si rien ne s'était passé, comme si chaque énigme n'était qu'une petite partie de la grande tapisserie de la vie. Et pourtant, je sentais que son esprit n'était pas en paix. Il avait résolu l'affaire, certes, mais comme tout véritable enquêteur, l'affaire le suivait, tel un puzzle, dont les pièces pouvaient encore se déplacer de manière subtile et invisible. Et c'est ainsi qu'un soir, plusieurs jours après les événements survenus au théâtre, je me retrouvais assis en face de lui, dans le calme de son appartement, un verre de cognac à la main. L'air extérieur était lourd, annonçant l'arrivée d'un orage, le ciel d'un gris oppressant, mais à l'intérieur du sanctuaire de Poirot, tout était calme, le monde réduit à quelques recoins précis d'ordre et de clarté. « Ah, Hastings !» commença soudain Poirot, rompant le silence d'une voix inhabituellement sérieuse. « J'espère que vous vous portez bien. » Je souris, sentant qu'il allait passer des plaisanteries à l'essentiel. « Oui, Poirot, tout est revenu à un semblant. Ou de normalité, même si j'imagine que vous n'avez pas oublié l'affaire. » C'est rare, n'est-ce pas? Ses yeux pétillaient, mais son expression restait pensive. « Tu as raison, mon ami. Il y a quelque chose dans cette affaire. Non, dans les personnes impliquées, que je ne peux pas oublier. » Je posai mon verre, intrigué. « Que voulez-vous dire? L'affaire est close, Poirot. Les criminels ont été appréhendés. La justice suivra son cours. » Poirot se renversa dans son fauteuil, croisant les doigts de cette manière caractéristique, qui annonçait toujours qu'il était sur le point d'avoir une révélation. C'est vrai, la police a fait son travail, mais, Hastings, il y a plus, il y a toujours plus. Lorsqu'une affaire est conclue, ce n'est souvent pas la fin, mais le début d'une compréhension des fils conducteurs profonds qui la traversent. J'ai levé un sourcil, mais Poirot a continué avant que je puisse répondre. Prenons par exemple les motivations des suspects, dit-il, sa voix s'adoucissant sous le poids de l'analyse. Hargrave, Céleste, Val, ils attendaient tous quelque chose de Finch, oui, mais une question me taraude, quelque chose que vous avez peut-être oublié dans votre analyse de la situation. J'ai ressenti une pointe de curiosité. Qu'est-ce qu'il y a, Poirot? Le regard de Poirot s'aiguisa, un léger froncement de sourcils se dessinant au coin de ses lèvres. Ce n'est pas seulement le meurtre qu'il faut considérer, Hastings, c'est Performance, une femme qui ressassait sa propre mort, comme vous l'avez si bien dit. Céleste Gray, l'actrice, était plus qu'une simple suspecte. C'était une énigme. Et je dois avouer qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ses actions. Tout au long de l'enquête, je suis resté silencieux, le laissant continuer. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux du crime, a poursuivi Poirot, elle semblait complètement anéantie. Trop anéantie, peut-être. Pour quelqu'un qui était censé être amoureux de la victime, sa réaction était presque détachée. Au début, j'ai pensé que c'était dû à sa fragilité émotionnelle. Sa profession, après tout, exige une grande variété d'émotions. Mais il y avait quelque chose dans sa performance. Elle était aussi répétée, parfait. Je me suis légèrement penché en avant, la curiosité piquée. Tu crois que Céleste a simulé sa réaction à la mort de Finch? Poirot hocha la tête, ses lèvres pincées en une fine ligne. Pas simulé, mais joué, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait répété. Voyez-vous, Hastings, Céleste jouait un rôle bien avant cette nuit-là. Le rôle qu'elle avait perfectionné était celui d'une victime. Et ce faisant, elle l'utilisait pour manipuler son entourage. Mais pourquoi?
demandai-je, perplexe. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ce n'était pas vraiment une meurtrière. De sang-froid. Les yeux de Poirot brillaient d'un mélange de satisfaction et de tristesse. Non, pas de sang-froid, mais désespéré, oui, prêt à tout pour maintenir une façade. Voyez-vous, sa relation avec Finch n'a jamais été aussi simple qu'il y paraissait. Elle avait plus à perdre qu'on ne le pensait. Hargrave et Vale essayaient tous deux de protéger leurs intérêts financiers, mais Céleste essayait de la protéger. Réputation. Elle s'était tellement empêtrée dans le personnage de l'amante impuissante qu'elle croyait à son propre acte. Je me suis assis digérant la situation. Alors, tu penses qu'elle a joué le jeu de tout le monde, qu'elle a joué un rôle, même avec nous? Poirot esquissa un petit sourire contrit. Exactement. Ce n'était pas seulement le meurtre qu'elle avait répété, c'était le rôle de la victime. Et ce n'était pas seulement la mort de Finch qu'elle avait orchestrée, c'était la mort de sa propre personne. Elle voulait rester, inattaquable aux yeux du public, quel qu'en soit le prix. J'y ai réfléchi un instant, les pièces du puzzle s'étant mises en place. Et Hargrave, il s'est laissé prendre. Il la voyait comme la victime, la personne sans défense. Poirot hocha gravement la tête. Oui, il s'est laissé berner par sa performance, tout comme Vale. Mais c'est la capacité de Céleste à manipuler son image publique qui lui a donné son pouvoir. C'est dans la nature de l'actrice, après tout. Elle peut jouer n'importe quel rôle, même celui d'une personne totalement innocente. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai soudain ressenti une profonde compréhension, non seulement des motivations de Céleste, mais aussi de la complexité de la psyché humaine. Au final, il ne s'agissait pas seulement du meurtre, il s'agissait de contrôle. Céleste voulait contrôler le récit, s'assurer de toujours apparaître comme l'héroïne tragique, même si elle devait mettre en scène sa propre chute. Poirot se pencha en avant, d'une voix basse et définitive. Exactement, Hastings. Céleste n'était pas la victime qu'elle semblait être, mais l'architecte de sa propre tragédie. Elle utilisait tous les outils à sa disposition, l'émotion, le charme, la performance, pour manipuler son entourage. Et au final, il ne lui restait que les séquelles de sa propre création. Nous restâmes un moment silencieux, tandis que la tempête s'intensifiait. Les paroles de Poirot résonnèrent dans la pièce. Révélation finale d'un mystère soigneusement construit par les personnages eux-mêmes, et non seulement par les événements. Mais que va-t-il lui arriver maintenant, Poirot? Demandai-je, doucement. Poirot poussa un léger soupir entendu. Ce qui va se passer, Hastings, c'est que Céleste devra assumer les conséquences de ses actes. Elle devra affronter non seulement la loi, mais aussi le public qu'elle cherchait si désespérément à contrôler. Il n'y aura plus de rôle à jouer, plus de masque derrière lequel se cacher. Le rideau tombera et elle devra affronter ses actes. Je percevais la finalité dans le ton de Poirot. Pour lui, l'affaire était close et la justice suivrait son cours, quel qu'en soit le coût humain. Les acteurs impliqués avaient joué leur rôle, et maintenant ils en subiraient toutes les conséquences. Le mystère avait été résolu, mais la vérité avait révélé une compréhension plus profonde de l'âme humaine, jusqu'où l'on pouvait aller pour préserver ses illusions. Alors que la tempête faisait rage dehors, je levai mon verre, une fois de plus, trinquant non seulement à la fin d'une affaire, mais aussi au mystère persistant de la nature humaine. Poirot leva son verre à son tour, son regard croisant brièvement le mien. « Aux petites cellules grises », dit-il d'une voix douce mais résolue. « Aux petites cellules grises », ai-je répété, et avec cela, le mystère de l'affaire Hercule. Poirot et l'actrice qui a répété son propre meurtre finalement été enterrés.